Bonjour et bienvenue. On a tous cette idée en tête dans les salles de sport, hein. Pour devenir fort, il faut soulever lourd. Ça semble logique, c'est la base. Oui, c'est l'idée reçue par excellence. Mais si je vous disais qu'une étude toute récente suggère qu'on peut avoir des gains de force quasi identiques, Avec des charges beaucoup plus légères? ah, ça change la donne. C'est le paradoxe fascinant qu'on va explorer aujourd'hui. On va se plonger dans une recherche publiée en 2026 dans le Journal of Sport Science and Medicine. C'est ça. Le titre est un peu long, hein. C'est The Effects of Individualized Low and Moderate Load Circuit Training. On va le résumer. Oui. En gros, les effets de l'entraînement en circuit avec des charges légères ou modérées chez des hommes déjà entraînés. Elle est signée par Wu Wenpeng et ses collaborateurs. Et notre mission, c'est de décortiquer ça pour voir si le poids sur la barre est vraiment le seul maître du jeu. C'est une question qui bouscule pas mal de certitudes. L'entraînement en circuit, qui est au cœur de cette étude, il est très populaire. Oui, tout le monde en fait. Et pour une bonne raison. Ça promet beaucoup de résultats en peu de temps. L'article le définit bien d'ailleurs. C'est une méthode où on enchaîne les exercices avec très peu de repos. Le but étant de travailler le cardio et la force en même temps. Exactement. C'est un vrai couteau suisse. Mais la question qui tue, c'est avec quel outil on l'utilise? Des poids lourds ou des poids légers? C'est exactement ce qu'ils ont voulu tester. Alors, pour bien comprendre leurs conclusions, il faut d'abord regarder comment ils ont monté leur expérience. C'était quoi, le protocole? Alors, l'expérience est très bien conçue. Ils ont pris 29 jeunes hommes, tous avec une bonne expérience en musculation, donc c'est pas des débutants. D'accord, c'est un point important. Très important. Ils les ont divisés en 3 groupes. Un premier groupe qui faisait un entraînement en circuit avec des charges, disons, légères. Ok. Un deuxième groupe qui faisait le même circuit mais avec des charges modérées. Et le troisième? Et un troisième groupe, le groupe témoin, qui continuait sa vie sans entraînement particulier imposé. Le tout a duré 8 semaines, avec 2 entraînements par semaine. D'accord, donc on a l'équipe léger contre l'équipe modérée. Mais concrètement, ça ressemblait à quoi leur séance d'entraînement? Pour qu'on se représente l'effort. Et c'est là que ça devient super intéressant. La séance était la même pour les 2 groupes, et elle était intense. Ah ouais? Imaginez 4 tours d'un circuit de 5 exercices très complets. On parle d'épaulé jeté, de squat, de développé couché, de soulevé de terre et de burpees pour finir. Que du lourd, au sens figuré pour le coup. Exactement. Chaque exercice, c'était 30 secondes à fond, suivi de 30 secondes de repos. Et entre chaque grand tour, 2 minutes de pause. En tout, la séance durait 24 minutes. 24 minutes, c'est court. C'est court, mais terriblement efficace. Donc si je comprends bien, le cadre est identique. Mêmes exercices, même durée d'effort, même repos. La seule et unique chose qui change, C'est le poids sur la barre. c'est ça. C'est exactement ça, et c'est ce qui rend cette étude si élégante. En isolant cette variable, on peut mesurer son impact réel. Et c'était quoi la différence de poids en chiffres? Pour être précise, le groupe léger, ils utilisaient des charges à 30% de leur 1RM. Le RRM, c'est le record personnel sur un exercice, c'est ça? Le max qu'on peut soulever une fois. C'est tout à fait ça. À 30%, ils pouvaient faire entre 20 et 24 répétitions en 30 secondes. C'est rapide, très métabolique. Je vois. Et le groupe modéré? Eux, ils travaillaient à 70% de ce record, ce qui leur permettait de faire 8 à 10 répétitions. C'est plus classique, plus orienté force. Attendez, il y a un point qui me semble crucial. L'effort ressenti par les participants, est-ce qu'il était le même? Parce que faire 24 répétitions très vite ou 8 répétitions lourdes, ça sonne pas pareil. C'est une excellente question, et c'est un point clé de l'étude. Les chercheurs y ont pensé. Ah. Ils ont mesuré 2 choses, la perception de l'effort et le volume de charge totale. C'est un calcul simple, le poids soulevé, fois le nombre de répétitions. Et alors, Et le résultat, c'est que ces 2 mesures étaient similaires entre les 2 groupes. vraiment? Ouais. Autrement dit, même si les stratégies étaient différentes, l'effort perçu et la quantité totale de travail accompli par les muscles étaient équivalentes. D'accord, le combat est à armes égales. Le volume est le même, l'effort est le même, la scène est plantée. La question c'est, qui a progressé le plus? C'est le moins qu'on puisse dire. Pour mesurer les progrès, ils ont testé un panel très large de qualités. Pas juste la force. Non, pas seulement la force brute, mesurée avec le record au squat et au développé couché, mais aussi l'explosivité, avec des tests de sauts verticaux. Ils ont même regardé l'agilité, la vitesse sur un sprint, la capacité anaérobie et l'endurance pure, la fameuse VO2 max. C'est très complet.
Et alors, le verdict? L'équipe lourde a écrasé l'équipe léger? Eh bien non. Et c'est la grande, grande surprise de cette étude. Pour la quasi-totalité des mesures. Oui. Mhm. La force maximale, la hauteur des sauts, l'agilité, l'endurance. Les deux groupes ont montré des améliorations significatives et surtout, il n'y avait aucune différence significative entre eux. Pardon? Le groupe léger a progressé autant que le groupe modéré. Attendez, je vais être sûr de bien comprendre. Vous dites que le groupe qui soulevait des poids presque 2,5 fois plus légers a eu les mêmes gains de force maximale? Exactement. Comment c'est possible? Ça défie un peu toute la logique de la musculation qu'on entend partout? Ça la défie en apparence. Mais la physiologie nous donne des clés. Le pourquoi, c'est ça qui est fascinant. Pour la force, on pense souvent que seul le poids compte. Mais les gains dépendent aussi énormément des adaptations du système nerveux. Les adaptations neurales? C'est ça. C'est la capacité du cerveau à recruter plus de fibres musculaires et à mieux les synchroniser. L'étude suggère qu'un travail à charge légère, mais fait avec une intention de vitesse maximale, Ce qui était le cas ici? oui, c'est un stimulus extrêmement puissant pour ces adaptations. Le cerveau apprend à mieux parler aux muscles, même sans une charge écrasante. C'est une explication très claire pour la force. Et pour la puissance, l'explosivité dans les sauts, c'est la même logique? C'est une logique complémentaire. C'est un bel exemple de plusieurs chemins mènent à Rome. La puissance, c'est le produit de la force et de la vitesse. D'accord. Le groupe qui s'entraînait lourd a amélioré la composante force de l'équation. Le groupe léger et rapide, lui, a amélioré la composante vitesse. Au final, les deux stratégies ont convergé vers le même résultat. Une meilleure puissance, donc de meilleurs sauts. C'est incroyable que les résultats soient si similaires partout. Il doit bien y avoir un domaine où le groupe charge modérée a eu un avantage, non? Sinon, ça semble presque trop beau. Si, il y en a un. C'est l'exception qui confirme la règle, et elle concerne le sprint sur 30 mètres. Ah, C'est la seule mesure où le groupe qui s'entraînait plus lourd a montré une amélioration significativement supérieure à celle du groupe témoin, alors que le groupe léger, lui, n'a pas vraiment bougé. et comment les chercheurs expliquent cette différence? Pourquoi le sprint, c'est à part? L'explication, c'est la spécificité. L'accélération en sprint, ça dépend beaucoup de la capacité à produire une force maximale horizontale pour se pousser vers l'avant. Logique. Et l'entraînement avec des charges plus lourdes, comme les squats et les soulevés de terre à 70% du max, ça développe plus spécifiquement cette force de pointe. Le transfert est plus direct vers la performance en sprint. D'accord, je vois. Donc sur la performance, c'est quasi match nul, sauf pour le sprint où l'équipe lourde prend un petit avantage. Ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais sous le capot, dans le corps, est-ce que c'était aussi similaire? L'étude a fait des analyses de sang, c'est ça? Tout à fait. Et là aussi, les résultats sont nuancés et très instructifs. Ils ont regardé les hormones, en particulier la testostérone. Le grand classique. Oui, on sait qu'elle joue un rôle. Et dans les deux groupes, le taux de testostérone au repos a augmenté. Mais seule l'augmentation du groupe modéré était statistiquement significative par rapport au groupe témoin. Donc, un point pour l'équipe modérée sur le plan hormonal. Oui, mais il faut relativiser. La testostérone circulante, c'est un peu un bruit de fond favorable à la progression. C'est bien, mais c'est pas ça qui appuie sur le bouton construire du muscle. Ah non. Non, ce bouton, il est surtout activé par les signaux locaux dans le muscle, la tension mécanique, le stress métabolique. L'article le rappelle bien, les hormones ne sont qu'un biomarqueur, pas l'unique moteur. Très clair. Et pour les autres marqueurs dans le sang? Il me semble qu'ils ont regardé les globules rouges. Oui, les marqueurs hématologiques. Et c'est peut-être une des parties les plus subtiles de l'étude. On a encore des résultats partagés. Par exemple, l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène, n'a augmenté significativement que dans le groupe à charge modérée. Encore un point pour eux. Oui, mais, et c'est un mais important, deux autres marqueurs liés à la qualité des globules rouges se sont améliorés dans les deux groupes. Ok, là vous m'avez un peu perdu avec les termes techniques. En langage simple, ça veut dire quoi? En gros, ça suggère que l'entraînement, qu'il soit léger ou modéré, a rendu la population de globules rouges plus saine. Plus saine. Oui, plus homogène en taille, plus mature et potentiellement plus concentrée en hémoglobine. C'est une adaptation très positive. Ça veut dire que le sang devient plus efficace pour transporter et distribuer l'oxygène aux muscles. C'est un signe que le corps s'adapte en profondeur, quelle que soit la charge. Voilà, c'est une adaptation systémique. Alors, si on fait le bilan, deux stratégies, une légère et rapide, une modérée et plus lente.
Au final, des efforts perçus comme identiques, un volume de travail égal et des gains de performance quasi interchangeables. Le message principal de l'étude, c'est quoi alors? Qu'on s'est trompé en ne jurant que par le lourd? Le message, tel que les auteurs le formulent, c'est que l'entraînement en circuit à faible charge fait preuve d'une plus grande efficacité mécanique. Efficacité mécanique, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il permet d'obtenir des résultats comparables en entraînement plus lourd, mais avec une contrainte mécanique, un stress sur les articulations potentiellement bien moindre. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et en pratique, ça ouvre quelle porte? Pour qui cette information est la plus pertinente? Pour beaucoup de monde, en fait. Pour les coachs, ça donne une nouvelle corde à leur arc. Le circuit à charge légère peut être une alternative très intelligente pour des athlètes en récupération ou pour des gens qui supportent mal les charges lourdes. Ou qui n'ont pas accès à beaucoup de matériel? Exactement. Pour celles et ceux qui s'entraînent à la maison, c'est une confirmation. L'important, c'est l'effort, l'intention de vitesse, pas forcément le nombre de disques sur la barre. Ça démocratise l'accès à des résultats. Je comprends l'idée. Mais soyons honnêtes. Pour quelqu'un qui veut vraiment maximiser sa force, un powerlifter par exemple, est-ce qu'on se ment pas un peu en disant que le léger est tout aussi valable? C'est une objection légitime. Il faut se souvenir des limites de l'étude. Oui, il y en a toujours. On parle ici de jeunes hommes déjà entraînés, mais pas d'athlètes d'élite. Et l'étude n'a duré que 8 semaines. Pour un athlète dont l'objectif est la force maximale pure, le lourd restera probablement la voie royale. D'accord. Mais pour la grande majorité des gens, dont l'objectif est une bonne condition physique générale, cette étude montre que le chemin léger et rapide est tout aussi efficace et peut être plus durable pour le corps à long terme. C'est une perspective très équilibrée. Donc en résumé, pour un entraînement complet et efficace, les circuits à charge légère, à condition d'y mettre un engagement total, sont une stratégie aussi performante que les circuits plus lourds. C'est tout à fait ça. Et ça ouvre une piste de réflexion très intéressante. L'étude a égalisé le volume de travail entre les groupes pour une comparaison juste. Oui. Mais dans la vraie vie, un entraînement à charge légère est souvent perçu comme moins taxant pour le système nerveux. On récupère plus vite. D'accord, je vois où vous voulez en venir. On pourrait se demander, et si sur le long terme, ne serait-il pas possible d'accumuler un volume d'entraînement supérieur avec des charges légères? Et si oui, est-ce qu'on pourrait obtenir des adaptations encore meilleures? C'est une question passionnante que cette étude laisse en suspens. Une excellente question pour la suite de la recherche. Pour celles et ceux qui souhaitent explorer toutes ces données en détail, on les encourage vivement à consulter l'article original. Je le répète, il s'agit de The Effects of Individualized Low and Moderate Load Circuit Training par Wu-Wen Peng et ses collègues, publié dans le Journal of Sport Science and Medicine, édition 2026. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de nous